Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis Géraldine Pralon, conseillère en création d'entreprise à la CCI Haute-Savoie et aujourd'hui je suis accompagnée de Carole Lorenzo. Je suis expert comptable à EPANI depuis plusieurs années. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Comment choisir entre l'un et l'autre. Vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin et on va démarrer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir les différents avantages et inconvénients de l'entreprise individuelle par rapport à la micro-entreprise. Nous allons passer sur les différents critères de choix, comment bien choisir son option fiscale, bien comprendre aussi la protection sociale et puis ensuite voir comment effectuer les formalités et l'évolution possible de l'entreprise individuelle. Tout d'abord, j'aimerais faire un focus sur une nuance à bien appréhender concernant l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Il n'y a qu'un seul statut, c'est l'entreprise individuelle. La micro-entreprise est un régime fiscal qui est possible dans ce statut. L'entreprise individuelle qu'on va appeler plus tard l'entreprise individuelle classique, on sera sur un régime fiscal qu'on appelle réel et qu'on viendra vous expliquer sur les prochains slides. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous immatriculez, que ce soit en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, vous êtes une entreprise individuelle. La nouveauté aujourd'hui de l'entreprise individuelle, c'est la responsabilité limitée qu'on va voir tout de suite. Donc aujourd'hui, on a une distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. Ce qu'on entend par patrimoine professionnel, c'est tous les biens qui vont être utiles à l'exercice de la profession, que ces biens apparaissent dans les comptes ou non. Donc par bien professionnel, on peut entendre le matériel informatique, on peut entendre le véhicule et on peut aussi entendre les biens immeubles qui servent à l'activité. Ça peut être le bureau qui sert à recevoir les clients, ça peut être le garage qui sert d'entrepôt. Donc tous ces biens-là entreront dans le patrimoine professionnel. Le patrimoine privé va englober tout le reste, tout ce qui n'est pas patrimoine professionnel. Aujourd'hui, la responsabilité limitée permet de protéger ces biens privés, à l'exception toutefois de certains organismes qui pourront aller chercher dans ces biens privés. Ça va être l'URSSAF, ça va être les impôts, la DGFiP, et parfois aussi la banque qui peut vous demander de renoncer à cette responsabilité limitée. Donc c'est un point important et qui a changé de cette entreprise individuelle, une responsabilité quand même limitée qui protège vos biens privés. Les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Comme je l'ai expliqué au début, on a une entreprise individuelle qui est créée. Par défaut, elle va être en régime micro-entreprise. Donc, tant qu'on va rester en dessous de ces chiffres d'affaires, l'entreprise restera sur le régime fiscal de la micro-entreprise. Les plafonds de chiffre d'affaires sont ceux qui sont indiqués à votre écran. On va être sur 188 700 € pour tout ce qui va être vente de marchandises, restauration, hébergement de tourisme et 77 700 € pour les prestations de services artisanales, commerciales ou professions libérales. À partir du moment où vous allez dépasser ce chiffre d'affaires, la question de passer au réel va se poser, sachant qu'on a quand même une année de réflexion qui permet de ne pas passer au réel tout de suite si jamais le plafond n'est pas totalement dépassé. Aussi, si je peux me permettre, Carole, s'il y a des activités qui englobent les deux, c'est-à-dire de l'achat, mais aussi de l'activité de service, à ce moment-là, au niveau des seuils de chiffre d'affaires, il faudra ne pas dépasser 188 700 € au global de chiffre d'affaires, dont 77 700 € pour tout ce qui est dédié au service. Tout à fait. Au niveau des obligations comptables, la différence entre l'entrepreneur individuel classique et la micro-entreprise.
L'entrepreneur individuel classique va avoir des obligations comptables, c'est-à-dire faire une comptabilité, établir un bilan, établir un compte de résultats à la fin de l'année. Différents régimes existent. Je ne vais pas m'étendre sur ces régimes-là. Ce sont des éléments à voir en général avec votre expert comptable. En micro-entreprise, la gestion des documents est simplifiée. Ce qui est important, c'est de tenir un livre de recettes. Il faut aussi avoir un registre d'achat en cas de vente de restauration et de fourniture de logement. Et penser à émettre et conserver toutes les factures que vous établissez. Un point important depuis le changement, les petits changements qu'il y a eu sur l'entreprise individuelle, pensez à bien noter sur vos documents commerciaux EI ou entreprise individuelle en plus de votre nom commercial. Un autre point qui est commun à l'entreprise individuelle classique et à la micro-entreprise, on a une obligation d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Donc, c'est une obligation et en même temps, c'est un point qui peut vous aider aussi en termes de gestion à suivre vos résultats, les résultats de l'entreprise. Ce qui est très important vraiment, surtout en micro-entreprise, c'est de bien garder tous ces documents parce qu'en cas de litige avec l'administration fiscale, ça vous permettra de prouver votre chiffre d'affaires et éventuellement les dépenses que vous avez eues au cours des années. La différence encore entre l'entreprise individuelle classique et le micro-entrepreneur. Dans une micro-entreprise, il est impossible de déduire ses charges, contrairement à l'entreprise individuelle où on va pouvoir déduire toutes les charges toutes les dépenses qui ont été faites dans l'année. On verra ensuite comment on calcule le résultat, mais c'est vraiment important de savoir qu'en micro-entreprise, même si vous gardez tous vos documents, toutes vos charges, que vous les prenez vous en compte, elles ne rentreront pas dans votre résultat. La micro-entreprise le résultat de la micro-entreprise se calcule après un abattement. On va prendre le chiffre d'affaires, on va appliquer un abattement en fonction de votre activité. Donc, les abattements sont ceux qui sont inscrits sur ce slide. 71% pour tout ce qui est activité commerciale, restauration, prestations d'hébergement touristique. 50% pour les prestations de services qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Et 34% pour ce qu'on appelle BNC, c'est-à-dire pour les professions libérales. On va voir tout de suite justement comment se calcule le résultat en fonction de l'option fiscale que vous aurez choisie. Donc, 3 types d'imposition. La micro-entreprise, comme on l'a vu, l'impôt sur le revenu au réel et aussi l'impôt sur les sociétés qui est la nouveauté depuis quelques mois. Le micro-fiscal, la micro-entreprise, le revenu se calcule à partir du chiffre d'affaires sur lequel on va appliquer un abattement forfaitaire, comme on l'a vu, donc 71%, 50% ou 34% en fonction des activités que vous pratiquez. Donc, une fois qu'on a fait cet abattement, on va avoir un résultat qui va servir de base pour votre imposition. Vous allez déclarer ce montant sur votre déclaration de revenus annuelle. Évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas créer de déficit puisque c'est un abattement forfaitaire. Dans le cas de la micro-entreprise, vous avez la possibilité d'opter pour le versement libératoire. Donc, le versement libératoire, il va fonctionner exactement comme de la même façon que vous cotisez socialement, c'est-à-dire que quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, on va appliquer un pourcentage sur votre chiffre d'affaires et cela va représenter votre impôt. Donc, le pourcentage varie en fonction aussi de l'activité que vous allez avoir. Il va de 1% à 1,7%, voire 2,2% en fonction de votre activité. 1%, ça va être plutôt pour tout ce qui est achat-vente, 1,7% pour les prestations de services, 2,2% pour les professions libérales. L'avantage de ce versement libératoire, c'est que vous allez payer un taux d'imposition qui, en fonction de votre situation, de votre foyer fiscal, va être relativement intéressant. Et surtout, on ne reviendra pas sur le montant de l'impôt que vous avez payé une fois l'année terminée. Donc, ça peut être intéressant
dans certaines conditions. Évidemment, si vous n'êtes pas imposable, on oublie le versement libératoire et par contre, si selon vos revenus du foyer fiscal, peut-être que l'option ne sera pas possible. Donc ça sera à vérifier, mais c'est un point qui peut être intéressant fiscalement selon votre situation. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu sur le régime réel. Donc, deux situations. Soit vous avez fait une option pour être au régime réel, parce que vous avez calculé et que c'était intéressant de faire cette option. Soit vous avez dépassé les seuils de chiffre d'affaires qu'on a vus un petit peu avant. Donc, une fois qu'on est au régime réel, le revenu se calcule un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va constater toujours le chiffre d'affaires et on va déduire toutes les charges qui sont liées à l'entreprise. Donc, ça va être aussi bien les charges d'achat de marchandises, les loyers, les déplacements, toutes les charges, y compris les cotisations sociales que vous allez payer sur ce résultat. Donc, une fois qu'on a enlevé toutes ces charges, on va avoir un bénéfice ou un déficit, et celui-ci, pareil, sera à déclarer sur votre déclaration de revenus et engendrera du coup un impôt. Donc ça, c'est le premier point, on y reviendra, mais ça fait partie des points à comparer quand on hésite entre le micro et le réel. Enfin, on a ce nouveau régime d'imposition à l'IS. Donc, l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. On va traiter l'entreprise individuelle fiscalement comme une société. Donc, ça veut dire qu'on va, toujours pareil partir du chiffre d'affaires. On va toujours pareil déduire toutes les charges qui sont liées à l'activité. La différence, c'est qu'on va avoir une charge de rémunération du dirigeant qui va être aussi déduite du revenu de l'entreprise. En fait, on va avoir deux impositions. Le résultat de l'entreprise qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc, on a un taux d'imposition là qui va s'appliquer de 15% jusqu'à 42 500 € de revenus. Et au-delà, il va être de 25%. Et il va y avoir une imposition personnelle du dirigeant sur sa rémunération. Donc ça, c'est la différence avec cette option pour l'impôt sur les sociétés. Dernier point, la rémunération qui n'aura pas été distribuée, le résultat qui n'aura pas été distribué va rester dans l'entreprise tant que le chef d'entreprise ne touchera pas. S'il veut récupérer l'argent qu'il a laissé dans l'entreprise, ben là encore, ça va être assimilé à des distributions de dividendes. Donc, cette distribution de dividendes, elle sera imposée au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire à 30% pour pouvoir récupérer l'argent qu'on avait laissé dans l'entreprise. La vraie différence sur cet impôt sur les sociétés, c'est que la rémunération du dirigeant vient en déduction du résultat de l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui est imposée et non pas le résultat global. Donc, ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt quand on a une forte imposition, par exemple, et puis qu'on veut éviter d'avoir des revenus qui varient d'une année sur l'autre et qui peuvent engendrer différentes cotisations sociales ou différentes impositions. Voilà, et comme je le disais, la rémunération du dirigeant est traitée finalement comme un salaire. Donc, une fois qu'on a vu cette partie imposition du résultat, il y a une deuxième fiscalité qui peut intéresser les entreprises individuelles, c'est la TVA. Donc, le principe de la TVA, je le rappelle, on a une TVA collectée, c'est-à-dire une TVA sur les factures qui ont été établies, et on a une TVA déductible, c'est-à-dire la TVA sur les factures d'achat. Et la TVA collectée moins la TVA déductible, hein, c'est la TVA que l'entrepreneur devra rembourser à l'État. Quand on crée une entreprise individuelle, par défaut, on est sur le régime de franchise en base. Régime de franchise en base, ça veut dire qu'on n'a pas de déclaration à faire, on n'a pas de TVA à appliquer, on n'a pas de TVA à récupérer. Quand vous faites vos factures, vous facturez sans TVA, vous devez bien préciser la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, et évidemment, vous ne récupérez pas la TVA sur les factures ou sur vos investissements.
il est possible dès la création d'opter à la TVA, que vous soyez en micro ou en entreprise individuelle. Ou si vous n'optez pas, il faudra faire attention puisque les seuils sont différents de la micro-entreprise. Les seuils de chiffre d'affaires qui vont vous faire passer au régime de la TVA seront plus bas que la micro-entreprise. Donc là, je redis, on peut très bien être en micro-entreprise, ne pas dépasser les seuils de la micro-entreprise et pourtant être redevable de la TVA. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de bien garder les documents, les factures, parce que ce seuil dépassé, on peut revenir sur les factures que vous aviez établies précédemment ou des factures d'achat que vous aviez eues précédemment. Donc, une fois l'option faite ou ce seuil dépassé, vous allez passer sur le régime simplifié. Donc, le régime simplifié, c'est 2 acomptes semestriels et une régularisation annuelle. Donc, on va faire ce qu'on appelle une déclaration annuelle CA12. On va calculer toute la TVA de l'année, la TVA que vous avez collectée, moins la TVA déductible. La différence sera la TVA que vous devez dans l'année. Donc là, on est au régime simplifié. On peut ensuite, si on dépasse de nouveaux seuils ou si, encore une fois, on fait une option, passer au régime mini-réel ou réel normal de la TVA. Je ne rentrerai pas dans la différence aujourd'hui, mini-réel, réel normal, c'est quasiment la même chose. Ça veut dire qu'on va faire une déclaration mensuelle de TVA. Pour passer ces seuils, on a soit un dépassement de chiffre d'affaires qui est de 818 000 € pour les ventes ou 247 000 € pour les prestations de services, et ou un seuil de TVA annuel. C'est-à-dire, vous êtes en régime réel simplifié, vous faites votre déclaration annuelle. Si vous avez plus de 15 000 € de TVA à payer sur l'année, automatiquement l'année d'après, vous allez passer au régime mensuel. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Normalement, vos déclarations de TVA, si vous êtes accompagné par un expert comptable, l'expert comptable vous fera la remarque et vous signalera que vous passez au mensuel. Donc ça, c'est pas, vous n'avez pas trop à vous inquiéter là-dessus. Et éventuellement, dans certains cas, on peut aussi faire des déclarations trimestrielles si on est en dessous d'un certain seuil. Là aussi, pour ne pas compliquer le webinaire, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'en discuter avec son expert comptable et puis qui vous expliquera toutes les options. Pour moi, le point important du jour, j'allais dire, par rapport à cette micro-entreprise ou entreprise individuelle, c'est vraiment de suivre ce seuil de TVA et notamment les seuils 36 800 et 91 900 parce qu'on peut commencer son activité en étant en franchise en base et rapidement dépasser ces seuils et se retrouver soumis à TVA. Donc, c'est important de l'anticiper parce que, notamment sur les entrepreneurs qui vont travailler avec des particuliers, avec des associations, avec des entreprises qui ne sont elles-mêmes pas soumises à TVA, ça peut changer complètement la donne et surtout la réalité économique de l'entreprise. Par exemple, vous travaillez avec des particuliers, vous avez l'habitude de facturer 240 € une prestation. Si vous dépassez les seuils, vous allez devoir cette prestation-là toujours la facture à 240 €, mais au lieu de gagner 240 € sur cette facture, vous n'en gagnerez plus que 200. Donc, c'est vraiment à anticiper. Et c'est vrai qu'avec les particuliers, c'est d'autant plus important parce que c'est difficile de revenir vers quelqu'un à qui on a déjà fait un premier devis et de dire, voilà, finalement, ma facture augmente, c'est pas le prix que je vous avais dit, c'est 20% de plus. Quand on travaille avec des entreprises qui sont elles-mêmes soumises à TVA, c'est moins grave parce que comme elles récupéreront la TVA, que vous ayez une facture avec TVA ou pas, finalement, ça ne va pas changer, grand-chose pour elles. C'est plus neutre. Voilà. Mais c'est vrai que pour les personnes, souvent quand on commence en micro-entreprise, on veut tester son marché, on veut avoir ses premières relations avec les clients. Quand on travaille avec des particuliers, là, c'est vraiment très important d'anticiper cette TVA. Soit on se dit, bon, je fais l'option tout de suite, je suis soumis à TVA parce que je sais que de toute façon, je vais dépasser les seuils. Donc, on y va, on fait l'option à TVA, on facture tout de suite la TVA
sur les factures, il n'y a pas de souci. Soit on se dit non, je préfère rester quand même sous le seuil de la franchise. À ce moment-là, pas de souci, mais on prévoit son prix et on anticipe le fait que si on doit dépasser ces seuils, le fait d'avoir de la TVA sur ce prix TTC, ça remettra pas en cause la rentabilité économique de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point important et c'est aussi un point sur lequel l'administration fiscale est vigilante et on sait que l'entrepreneur individuel et le micro-entrepreneur en particulier, parce que souvent, il n'est pas forcément accompagné par des professionnels autour, il peut se retrouver piégé et se voir dépasser ce seuil alors qu'il pensait faire au mieux. Donc, c'est vrai que ça peut être rapidement… D'où l'importance de bien suivre son chiffre d'affaires. Donc, il y a une obligation de le déclarer tous les mois ou tous les trimestres. Et la déclaration de ce chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres permet de voir à quel niveau on est. Tout à fait. Et de voir et d'anticiper l'atteinte de ces seuils. Si on atteint ces seuils-là, on a encore une petite marge de manœuvre qui fait il y a une tolérance qui fait que on peut attendre l'année suivante pour passer à la TVA, mais il y a un deuxième seuil qui est un peu plus… ce seuil de tolérance, une fois qu'on l'a dépassé, là par contre, c'est dès le mois qui dépasse qu'on passe à la TVA. Donc ça, c'est très important de vraiment anticiper. Dernier petit point aussi, moi je parle toujours de seuil annuel, mais on est vraiment sur des seuils annuels de 12 mois. Donc, si vous avez une activité qui a, par exemple, 6 mois, le seuil, c'est plus 36 800, ça va être la moitié. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est à proratiser, en fait. Voilà, prorata temporis. Donc, on ne se dit pas, bah, tiens, au bout de 3 mois, je suis à 35 000, impeccable, je n'ai pas encore dépassé les seuils, tout va bien. Non, on ramène ça à 12 mois. Donc, quand on voit que l'activité démarre bien, ça peut être intéressant. Pour le coup, ça peut être intéressant de rapidement faire l'option à la TVA. Ça permet aussi de récupérer la TVA sur les charges, sur les investissements. On peut rester en micro-entreprise. On peut rester en micro-entreprise. En optant pour la déclaration de TVA. Voilà, tout à fait. Là encore, vous pouvez faire vos déclarations de TVA ou vous faire accompagner si… c'est vrai que là, dès qu'on est sur de la déclaration de TVA… C'est très administratif. Voilà. C'est administratif et finalement, on va avoir besoin d'une petite comptabilité pour pouvoir suivre ces déclarations. Voilà pour la TVA. Donc, point de vigilance vraiment sur les seuils. On se croit protégé parce qu'on est en micro. Non. Là, vraiment, il peut y avoir un dépassement de seuil sans se rendre compte. Il faut être rigoureux. Et, rigoureux et anticiper aussi en fonction de l'idée qu'on a du chiffre d'affaires qu'on va faire et des prix qu'on va appliquer en fonction des personnes à qui on va vendre. Autre point de l'entreprise individuelle, on a la même protection juridique qu'on soit en entreprise individuelle ou… protection sociale. Pardon, oui, protection sociale. On a la même protection sociale, pardon, dans les deux cas. Donc, évidemment, on paye les cotisations sociales. On va voir un peu plus tard comment elles seront calculées. Le paiement se fait un petit peu différemment, mais cette entreprise individuelle vous couvre au niveau des indemnités journalières, des frais médicaux, des congés maternité-paternité. Vous cotisez à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Vous cotisez aussi aux prestations familiales de la CAF et vous ouvrez un droit à la formation professionnelle. Donc, vous payez toutes ces cotisations qui vous ouvrent des droits. Attention toutefois, comme tout statut, j'allais dire, de chef d'entreprise, on ne cotise pas l'assurance chômage, donc on n'a aucun droit à l'assurance chômage en cas d'arrêt d'activité. Ça, c'est valable vraiment pour tous les statuts. Même des statuts dont on entend parler, assimilés salariés, on est aussi chef d'entreprise, donc plus d'assurance chômage. Et puis un deuxième point, une petite différence entre l'entreprise individuelle classique et la micro-entreprise, ça va se jouer sur les indemnités journalières. Donc là encore, en fonction de du micro, d'une entreprise industrielle et commerciale ou d'une profession libérale, les plafonds et les minimums d'indemnités journalières sont un petit peu différents
Donc, à regarder aussi quand on veut savoir connaître sa protection sociale. Donc, la base du calcul des cotisations sociales, là encore, on va reprendre un petit peu l'idée qu'on avait sur les mêmes critères qu'on avait quand on regardait le bénéfice imposable. Microsocial, très simple, on déclare son chiffre d'affaires et là-dessus va s'appliquer un pourcentage en fonction de son activité. Donc, vous voyez apparaître à l'écran 12,3% pour les activités d'achat-vente de marchandises, 21,1% pour les prestations de services commerciaux et 21,2% pour les prestations de services artisanales et les professions libérales. Donc là encore, vous faites une déclaration mensuelle ou trimestrielle selon ce que vous avez choisi et vous allez payer vos cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation sociale. Voilà. Pareil pour l'impôt, comme on disait tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait opter pour le versement libératoire, c'est aussi à ce moment-là que ça va se déclarer. Donc le pourcentage de l'impôt va s'ajouter aux cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires. Quand on est au réel, donc on va calculer un résultat. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, chiffre d'affaires moins les charges. Ce qui est un peu compliqué ici, mais pareil, vous allez être accompagné par un expert comptable, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les charges qu'on va déduire, ce sont aussi les cotisations sociales qui sont calculées sur le revenu en dessous. Donc ça, difficile quand on n'a pas les outils de le calculer soi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce revenu net, donc une fois qu'on a déduit toutes les charges et toutes les cotisations, va servir de base au calcul des cotisations et il faut compter environ 45% de ce revenu pour avoir le montant des cotisations sociales. Voilà. Rapidement, si on veut avoir une idée de ses cotisations sociales sans avoir tout le détail du calcul et tout le mécanisme du calcul, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre votre chiffre d'affaires, de déduire toutes les charges, sauf les cotisations sociales, mais toutes les charges que vous avez. Et sur ce revenu-là, vous appliquez un pourcentage d'environ 31%. Et normalement, ça va vous donner à peu près le montant de vos cotisations sociales. Donc, voilà pour l'entrepreneur individuel. Si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la rémunération du dirigeant est distincte du bénéfice de la société. Les cotisations sociales, elles vont être calculées sur la rémunération du dirigeant. Vous prenez 20 000, on va avoir des cotisations sociales calculées sur cette rémunération-là et non pas sur le bénéfice global de l'entreprise. Donc, ça permet l'intérêt de cet impôt sur la société, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça permet quand même d'anticiper ces cotisations sociales. Voilà. Pareil, on prend la rémunération du dirigeant et c'est un taux de 45% qui va s'appliquer sur cette rémunération pour avoir les cotisations sociales. Les cotisations sociales, elles rentrent dans les charges de l'entreprise, donc elles vont être déduites aussi du bénéfice. Ce qui est important de dire, je pense, sur ce montant de cotisation qui peut paraître un peu exorbitant quand on le voit, c'est qu'il est basé sur une rémunération nette. D'accord ? On a l'habitude, nous, d'avoir des cotisations sociales à un certain seuil, mais qui sont souvent basées sur des salaires et donc sur un salaire brut. Voilà, mais si on reprend son salaire net, qu'on applique les charges patronales et qu'on applique les charges salariales, eh ben, on peut aller à des cotisations qui peuvent aller jusqu'à 80% de son revenu net. Donc, pas de panique quand on voit 45% de revenus. Ça peut paraître important, mais finalement, c'est quand même sur un revenu net. Donc, ça reste quand même plus intéressant que les cotisations d'un salarié. Sachant que le salarié, comme on l'a dit, cotise à l'assurance chômage, c'est pour ça aussi qu'il paye plus. Voilà. Aussi, ce qui est important de dire, c'est que ce pourcentage de 45%, il s'appliquera qu'à partir de la 3e année. Oui. Et les 2 premières années, c'est forfaitaire. Tout le monde a la même, finalement, somme en réel, en régime réel.
on est autour de 3 Oui, c'est très peu. Il y a une exonération. Voilà. 3 500 € de charges, mais en fonction d'une rémunération qui ne dépasse pas aussi un montant autour de 30 000 €. C'est ça. Donc, il faudra bien intérêt de faire un prévisionnel financier. Tout à fait. Avec votre expert comptable. Exactement. Voilà, sachant que en micro, ce bénéfice-là va durer un petit peu plus longtemps que sur l'entreprise individuelle. On a fait le tour. Je pense. Voilà, j'étais en train de réfléchir, mais je pense qu'on a fait le tour sur les cotisations. On va ajouter toujours avec le statut social celui du conjoint. Il y a la possibilité d'avoir un statut pour un conjoint, qu'il soit marié, pacsé ou en union libre, qui travaille activement avec vous et régulièrement avec vous. Vous allez devoir lui choisir un statut. Donc, il y a le choix entre le statut du conjoint collaborateur ou le statut du conjoint salarié. Le conjoint collaborateur va travailler avec vous. Il n'y aura pas de rémunération particulière pour lui. Vous allez vous partager les rémunérations. Et au niveau des cotisations sociales, il sera calculé de la même façon que pour le gérant. C'est-à-dire sur la base du revenu ou de la rémunération, comme on a vu tout à l'heure. Et les cotisations seront soit partagées avec le chef d'entreprise, soit en plus. Ça, c'est à voir en fonction de ce qui est intéressant et puis des bénéfices qu'on peut en avoir. Mais je voulais juste… L'intérêt, en fait, le statut conjoint collaborateur, c'est surtout la protection sociale. C'est de dire, j'aide mon époux, j'aide mon épouse, mais j'ai ma protection sociale et je cotise pour la retraite. Je cotise pour la retraite et surtout, s'il y a une vraie activité dans l'entreprise, c'est obligatoire de déclarer. Sinon, on est sur du salariat déguisé. Exactement. Du salariat déguisé. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important de le préciser. Je voulais juste préciser, à propos des cotisations sociales, un peu le fonctionnement, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fonctionnement des cotisations sociales, quand on est au SSI, on va payer des acomptes mensuels ou trimestriels, et il y aura une régularisation qui sera faite une fois qu'on connaîtra le revenu. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon aujourd'hui que le prélèvement à la source de l'impôt, c'est-à-dire on paye un acompte, on déclare son revenu et en fonction de ça, il y a une régularisation qui est faite. Et c'est vrai que ça peut… on a souvent des questions justement sur ces fameuses cotisations sociales qui peuvent être importantes. En fait, toujours pareil, on parle toujours d'anticipation quand même. Ces cotisations-là, elles s'anticipent. On sait exactement combien vous allez payer dans les mois qui viennent. Donc, vraiment, quand on anticipe, ça permet de préserver sa trésorerie et de savoir que j'ai un revenu qui augmente. Donc, j'ai des cotisations qui vont m'être rappelées sur sur un an et demi qui suivent le début de mon activité. Donc là, pareil, on anticipe la trésorerie de manière à en fait ne pas se retrouver coincé par manque de trésorerie parce qu'on aurait tout dépensé en pensant avoir de l'avance de trésorerie. C'est toujours les cotisations sociales ne sont jamais plus importantes que ce qu'on a vu, les chiffres qu'on a vus précédemment. Par contre, cette trésorerie-là, elle s'anticipe et c'est vraiment important quand on commence à travailler d'avoir une petite cagnotte de sécurité pour cette régularisation derrière. Voilà. Donc, pour en revenir au statut du conjoint, on a le statut du conjoint collaborateur ou on peut opter pour le statut du conjoint salarié. Donc là, conjoint salarié, on embauche son conjoint en tant que salarié. C'est le régime général. On fait un bulletin de paye. On paye des cotisations sociales en fonction de son revenu. Voilà, donc rien de particulier là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut du conjoint collaborateur, au bout de 5 ans, est transféré automatiquement en statut de conjoint salarié. On ne peut pas garder plus de 5 ans le statut de conjoint collaborateur. C'est valable pour l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Oui. Voilà, donc là, on a fait le tour de toutes les particularités, les points communs et les différences de l'entreprise individuelle. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus adapté à mon entreprise?
Alors, comme voilà, je reviens toujours sur la même chose, mais avant de se lancer, de choisir quel est le meilleur statut, le meilleur régime fiscal pour mon entreprise, il faut vraiment travailler sur sa rentabilité et sur son projet économique. Donc, tout d'abord, on va vérifier qu'il existe un marché. Ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le redire. Donc, de vérifier qu'on a un marché et que l'offre qu'on a correspond bien à une demande. Une fois qu'on a un projet et qu'on a une demande, il faut travailler sa stratégie commerciale. Donc ça, c'est aussi très important. On peut avoir un projet vraiment qui est adapté à des besoins et puis avoir une mauvaise stratégie commerciale et puis on ne rencontre pas sa clientèle et c'est dommage parce qu'on avait vraiment un super produit. Voilà, donc il peut y avoir un problème de timing, il peut y avoir un problème de personnes, il peut y avoir un problème géographique, donc vraiment travailler tout ça pour que le projet se lance dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi évidemment la rentabilité économique du projet, donc vraiment refaire tous ces calculs, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels pour vérifier que le projet tient la route et qu'il a vraiment une durée de vie importante et puis que voilà qu'on peut se lancer dans ce projet. Donc se faire entourer, c'est vraiment toujours important et à partir de là, on pourra déjà se faire une idée et réfléchir aux choix qu'on peut avoir en tant que statut juridique, fiscal, oui, etc. C'est-à-dire que le statut juridique, il se choisit pas en premier, il se choisit après une réflexion et notamment économique. Oui, ça c'est important. On a tendance souvent à se demander comment je vais créer, est-ce que je fais une entreprise individuelle, est-ce que je fais une société, est-ce que je fais micro, etc. Mais c'est que l'enveloppe finalement. Tout à fait. Ouais. On peut pas se dire bon, je me lance en micro si le projet économique n'a pas été voilà, parce que ça peut être intéressant comme ça peut être piégeux de se lancer dans le mauvais statut fiscal et juridique. Donc, une fois qu'on a fait son projet, on va avoir différents critères qui vont rentrer en ligne de compte. Il va y avoir la situation personnelle. Donc, est-ce que je suis déjà gérant d'une entreprise, par exemple? Est-ce que j'ai déjà une entreprise individuelle? Est-ce que je suis gérant par ailleurs? Donc, c'est ce statut-là. Si je suis gérant, je n'aurai pas le droit de me mettre en micro-entreprise en parallèle. On ne peut pas cumuler. Non. On peut avoir une entreprise individuelle en parallèle si on est gérant, mais on ne peut pas choisir le statut de micro-social. Donc, voilà. Donc, ça va être important. Est-ce que je touche des allocations chômage? Est-ce que je veux les garder? Est-ce que j'ai choisi l'ARE? Est-ce que j'ai choisi l'ARS? Voilà, quelle est ma situation aujourd'hui? Est-ce que je suis mariée? Sous quel régime? Exactement. Aussi, est-ce que alors tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que j'ai une entreprise individuelle? Il peut arriver qu'on ait une entreprise individuelle sans vraiment le savoir. Parce qu'on a une location meublée, par exemple. Oui. Parce qu'on fait de la vente à domicile. Tout ça, quand on fait ce type d'activité, on a déjà un statut d'entreprise individuelle. Et ça, c'est vrai que ça peut arriver qu'on donc, on ne peut pas créer plusieurs entreprises individuelles parce que l'entreprise individuelle, c'est vous. Et donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs vous. Exactement. Donc, on crée... C'est très bien dit. Donc, comme ça, quand c'est le cas, il faut créer une société. Voilà. Soit on intègre son activité dans l'entreprise individuelle qui existe déjà, oui, mais on va vite dépasser des seuils, etc. Et puis, ça peut vite être compliqué. Ouais. Voilà. Soit, à ce moment-là, il faut créer une autre entité et l'autre entité, ça peut être qu'une société. Okay. Donc, voilà, situation personnelle, très important de bien définir le cadre. Après, il va y avoir la protection du patrimoine. Notamment, voilà, si on utilise, comme je disais tout à l'heure, on a un patrimoine qui est protégé, théoriquement, mais on peut avoir des biens qui finalement sont dans une entreprise individuelle, qu'on voulait protéger parce que je voulais protéger mon garage et puis finalement je m'en sers d'entrepôt, je mets tout mon matériel là-dedans, et du coup qui se transforme en bien professionnel. Et du coup, il n'est plus tout à fait protégé. Donc là,
bien faire le panorama de tous mes biens, de ce que je vais utiliser, ce qui va rentrer dans mon patrimoine professionnel, ce que je suis prêt à mettre en garantie et ce que je veux protéger. Donc ça, c'est important. Et en fonction de ça, pareil, entreprise individuelle ou peut-être société, parce que j'ai envie de garder ce patrimoine protégé. Le pouvoir de décision aussi, est-ce que je suis tout seul à prendre mes décisions? Est-ce que alors, encore un point où il faut un petit peu anticiper. Est-ce que je vais rester, je vais toujours travailler tout seul? Est-ce que je vais bientôt intégrer des associés? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est… Ma logique de développement. Voilà, tout à fait. Comment je me vois. Donc, est-ce que je vais faire rentrer de nouvelles personnes dans la structure? Pourquoi pas des salariés que je vais vouloir associer avec moi? Donc, tout ça fait que si on a des projets d'association, pareil, entreprise individuelle, c'est pas adapté. Voilà. Donc, on essaie d'anticiper tout ça. La taille de l'entreprise aussi et son développement, parce que comme on le disait tout à l'heure, si on a un chiffre d'affaires qui se développe rapidement, est-ce que je ne fais pas le choix tout de suite d'être au réel? Est-ce que je ne fais pas le choix tout de suite d'opter à la TVA? Comme ça, je peux récupérer la TVA sur mes investissements. Il faut, voilà, est-ce que je vais avoir des loyers? Est-ce que je vais embaucher? Est-ce que je vais avoir toutes ces charges-là qui font que finalement, le micro n'est pas adapté. Au final, le choix de la structure juridique, il se fait une fois que le prévisionnel est fait, où on le fait souvent sur 3 ans, et on voit l'évolution du chiffre d'affaires et justement, entreprise individuelle ou société. Voilà, et ça permet d'avoir déjà une bonne idée de ce qu'on va faire. Ça permet aussi de se projeter en tant que chef d'entreprise, donc c'est bien aussi. Et surtout, de choisir tout de suite, en fait, le bon statut et les bons, parce que les de bons changer, choix. on a le droit de changer, mais ça a un coût. Oui, on le verra tout de suite, tout est possible, hein, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie de faire les bons choix. On peut se tromper, c'est pas un souci, on verra tout à l'heure, on peut changer, c'est pas un souci. Voilà, donc ça, c'est vraiment la taille de l'entreprise. Là-dessus, c'est important de bien se rendre compte que, par exemple, moi, j'ai eu des cas de personnes qui étaient restées en micro-entreprise parce qu'elles avaient l'idée que ça coûtait moins cher, que c'était plus simple, qu'il n'y avait pas de comptable, par exemple, à payer. Donc, finalement, c'était plus intéressant. Et au final, comme les cotisations sociales se calculent quand même sur un pourcentage du chiffre d'affaires, quand on arrive sur des chiffres d'affaires importants, on peut être sur des taux de cotisation bien plus élevés qu'une entreprise individuelle dans laquelle on aurait un loyer, on aurait un salarié, on aurait pas mal de charges et qui finalement ferait ressortir un résultat pas si important que ça. Donc ça, c'est important aussi de bien l'avoir en tête. Souvent, on se dit la micro-entreprise, c'est ce qui coûte le moins cher, pas forcément. Donc ça, pareil, mais on le sait. Il faut poser les chiffres. Exactement, on le sait avec ces chiffres. Nature de l'activité aussi, là on a parlé du choix micro-entreprise, entreprise individuelle, mais pour certaines activités, on n'a pas le choix. Ça s'impose. Voilà, on ne peut pas être en micro-entreprise. Ça va être par exemple toutes les activités liées à la MSA. Un paysagiste, par exemple, ne peut pas être en micro-entreprise. Toutes les activités qui travaillent autour de l'immobilier, là pareil, pas de micro-entreprise. Les professions réglementées, un expert comptable ne peut pas être au micro, un notaire non plus. Les artistes aussi, donc les activités artistiques, tout ça ne rentre pas dans ces seuils-là. Alors, je parle de la micro, mais la nature de l'activité peut aussi engendrer des options ou pas sur la TVA. Par exemple, dans le bâtiment, on va être obligatoirement à la TVA mensuelle. On ne pourra pas, comme on a vu tout à l'heure, opter pour le régime simplifié, etc. Dans le bâtiment, on doit faire une TVA mensuelle tout de suite. Et puis, le régime fiscal et social, est-ce que je suis TNS, donc travailleur non salarié, comme on l'a vu, à la sécurité sociale des indépendants? Est-ce que je suis assimilé salarié? Quelle est ma fiscalité personnelle? Quelle est la fiscalité du foyer? Parce que là aussi, on a parlé d'options, on a parlé de possibilité de faire le versement libératoire, mais en fonction de la fiscalité du foyer, cette option ne sera pas possible.
Et en fait, on voit que le régime, enfin la structure juridique vous impose votre choix fiscal et social. Vous ne pouvez pas décider d'être travailleur non salarié ou assimilé salarié. C'est le fait d'avoir choisi une structure juridique qui vous impose finalement la façon dont vous allez payer l'impôt et les cotisations. Tout à fait. Donc voilà, et après, une fois qu'on a vu tous ces critères, on va les classer par ordre d'importance. Est-ce que pour moi, le plus important, c'est ma situation personnelle ou est-ce que c'est la taille et le développement de mon entreprise, voilà, qui vont vous permettre de faire tous ces choix, de poser toutes ces options possibles pour choisir finalement quel est le meilleur statut. Voilà, donc pour récapituler tout ce qu'on a vu et notamment revenir sur la différence entre l'entreprise individuelle et la micro-entreprise, on a fait un petit tableau qui résume un petit peu tout ça. Donc le statut juridique, comme on l'a vu, il n'y en a qu'un, c'est l'entreprise individuelle. Donc qu'on soit en micro ou classique, on est en entreprise individuelle, c'est le même numéro de sirène, même numéro de sirette. C'est exactement la même chose. On peut passer de l'un à l'autre, on garde le même numéro de sirène. Responsabilité de l'entrepreneur, là on a une séparation entre le patrimoine privé et professionnel, avec les nuances que j'ai déjà dites, mais on a quand même cette séparation-là qui existe dorénavant, donc c'est important de le souligner. Protection sociale, on va être travailleur non salarié, donc affilié à la sécurité sociale des indépendants. Comme je le disais, on paye des acomptes, on régularise en fonction du revenu réel obtenu. Régime fiscal, là, on a une différence. Entreprise individuelle classique, on va être à l'impôt sur le revenu avec la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés, alors que l'entreprise, la micro-entreprise, on va être soit à l'impôt sur le revenu, mais sur un revenu calculé de manière forfaitaire, ou la possibilité d'opter pour ce versement libératoire. Plafond de chiffre d'affaires, évidemment, en entreprise individuelle, on n'en a pas. Micro-entreprise, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec toutes les nuances de prestations de services, etc., d'achat-vente ou au cumul en fonction des cas. La déductibilité des charges professionnelles, entreprise individuelle classique, oui, on peut déduire les charges, entreprise, micro-entreprise, non, puisqu'on a un forfait qui s'applique. Ensuite, la simplification de la comptabilité. En entreprise individuelle, on est une entreprise, on fait une comptabilité normale, on va dire. Quand on est en micro-entreprise, effectivement, on a beaucoup d'allègements. Je redis encore, bien garder toutes les factures, tous les justificatifs qui permettront, quand on va se poser la question de passer en entreprise réelle, en entreprise individuelle au réel, on aura tous les éléments pour le faire. Donc, ça permet aussi de bien pouvoir faire son choix quand on avait choisi au départ la micro. Et puis, le calcul des cotisations sociales, entreprise individuelle classique, proportionnelle au résultat, et micro, toujours pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. Et je vous passe la parole. Oui. Du coup, on passe aux formalités. Donc, une fois, comme l'a dit Carole tout à l'heure, c'est important de bien préparer son projet, c'est-à-dire de vérifier la faisabilité économique, poser un modèle économique, étudier son marché, et puis vérifier sa viabilité financière à travers un prévisionnel financier. Donc, une fois que vous avez fait étudier ce projet, vous êtes prêt à vous immatriculer. Depuis janvier ce mois de janvier 2023, il y a une simplification au niveau des démarches d'immatriculation faites par l'État. Il y a un guichet unique électronique donc, qui permet de dématérialiser toutes les formalités de l'entreprise. Ça se passe sur le site de l'INPI, donc inpi.fr, où vous avez un onglet formalités de création d'entreprise. Et si vous voulez, il y a possibilité, puisque ça reste une démarche très administrative, et pour vous éviter toute erreur, vous faire gagner du temps pour avoir un traitement vraiment sécurisé et efficace, la CCI vous propose une prestation payante qui vous permet de prendre en charge, d'avoir un service complet pour faire ces formalités à votre place et encadrer toute cette démarche. Donc, vous avez sur la slide toutes les coordonnées de mes collègues qui pourront prendre en charge cette démarche d'immatriculation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois qu'on a choisi son régime fiscal, on n'est pas forcément coincé dans ce choix-là.
il vaut mieux faire le bon choix tout de suite, évidemment, mais on a possibilité de changer. Voilà, donc on peut être passé au régime réel et revenir au régime micro, à condition d'avoir un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les seuils pendant 2 ans, sur les 2 années précédentes. Mais on peut revenir sur du micro s'il s'avère que finalement, c'est plus intéressant, on a moins de charges, on est en dessous des seuils, pourquoi pas. L'option est toujours à faire avant le 1er février de l'année concernée. Voilà, il faut juste respecter les seuils de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on peut aussi passer du micro au réel, pareil, en faisant une option avant le 1er février de l'année qui est concernée. Et là, bon, il n'y a pas de seuil particulier, soit parce qu'on a dépassé les seuils, soit parce qu'on a fait une option. Ok. Une petite information supplémentaire quand on a décidé d'opter à l'impôt sur les sociétés. Cette option, vous la faites donc avant le 3e mois de l'exercice et vous pouvez changer d'avis dans les 5 premières années. Par contre, une fois que les 5 années sont passées, vous restez définitivement jusqu'à la fin de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés. Ok, c'est irrévocable. Aujourd'hui, on a vu l'entreprise individuelle, réelle, micro. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a aussi le choix de société qui peut s'imposer. Donc, l'avantage de la création de société, c'est que c'est une entité différente. Donc, comme on a vu tout à l'heure, si on a déjà une entreprise individuelle, qu'on ne veut pas tout mélanger, qu'on veut mieux protéger son patrimoine, ça peut être intéressant de créer une entreprise plutôt qu'une entreprise individuelle. Si on veut faire rentrer des associés aussi, ça peut être un bon moyen d'anticiper cette entrée de nouveaux associés. L'inconvénient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le coût. Il y a un coût à la création, il y a un coût tout au long de la vie, il y a un coût aussi au moment de la dissolution. Donc, on crée une société en connaissance de cause pour s'éviter des charges inutiles. Et puis, la société, il y a un peu plus d'obligations juridiques, c'est un petit peu plus contraignant. Il faut faire des assemblées générales, il y a des statuts, il y a un objet. Et plus de formalisme. Beaucoup plus de formalisme. Voilà, donc toujours, là, il faut toujours se faire accompagner par un juriste, un avocat, un expert comptable pour bien faire les choses. Dans tous les cas, on peut très bien démarrer en entreprise individuelle et se transformer, entre guillemets, en société, soit par une vente, soit par un apport, ça c'est tout à fait possible. On a tout un tas de régimes fiscaux avantageux aussi qui permettent de passer de l'entreprise individuelle à la société s'il s'avère qu'elle est mieux adaptée au projet ou que le projet a changé entre-temps et que vous voulez créer cette société. Ok. Merci Carole. On sait tout maintenant sur la micro-entreprise, sur l'entreprise individuelle. On va passer à vos questions. Alors, on en voit quelques-unes. Je vais prendre alors la question d'André qui nous demande je veux créer mon entreprise, mais j'ai peur pour mon patrimoine personnel, ma maison, entre autres. Pouvez-vous m'assurer qu'on ne me prendra pas mon bien pour rembourser des dettes éventuelles sur l'entreprise? Alors, les créanciers professionnels, ils peuvent essentiellement obtenir leur paiement sur le patrimoine professionnel, mais attention à la subtilité, c'est que si jamais vous faites un emprunt bancaire pour créer votre entreprise avec une caution personnelle, et bien là, du coup, on mêle patrimoine personnel et professionnel. Du coup, on annule la responsabilité purement limitée voilà. au patrimoine professionnel. Il n'y aura cumul. Et puis aussi, comme l'avait dit tout à l'heure Carole, l'URSSAF et les impôts peuvent aller au-delà du patrimoine professionnel pour se faire payer, pour récupérer de l'argent. Donc, ils prendront sur votre patrimoine personnel. On va prendre une autre question. Nous avons Salomé. Carole, je vous laisse lire la question. Alors, comment puis-je vérifier que le régime micro-entrepreneur est rentable pour moi par rapport à une entreprise individuelle? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, quand vous créez votre projet, vous listez vos charges, vous listez tous les coûts, vous préparez finalement votre business plan, vous allez rapidement voir combien de charges vous avez à anticiper et en fonction
de ce montant de charge, vous allez le comparer à l'abattement qui s'applique sur le chiffre d'affaires. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'abattement de 71%, 50% ou 34% en fonction de l'activité, est-ce que cet abattement est supérieur ou inférieur aux charges que j'ai réellement dans mon entreprise? Donc, si finalement le coût réel, les charges réelles, proportionnellement, c'est supérieur au montant de l'abattement, finalement, la micro-entreprise ne va pas être… sera peut-être pas intéressante. Ça ne sera pas intéressant. Elle vous créera plus d'impôts, elle vous créera plus de cotisations sociales. Il vaudra mieux opter pour le réel. Oui, et ça, c'est vraiment important de, comme je disais tout à l'heure, on a souvent tendance à se dire, la micro, ça me coûtera moins cher, etc. Pas forcément. Pas forcément. Il faut faire ce petit calcul. Je prends une autre question, celle de Rémi, parce qu'on a souvent cette question. C'est est-ce que je peux bénéficier de l'ACRE? L'ACRE, c'est effectivement l'exonération de charges sociales la première année d'activité. Donc oui, l'ACRE fonctionne aussi bien qu'on soit en entreprise individuelle, donc au réel, ou si on opte pour la micro-entreprise, donc ça, on peut en bénéficier. En revanche, il y a deux modalités pour l'obtenir. Quand on est en entreprise individuelle, c'est automatique. Également quand on est en société. En revanche, en micro-entreprise, il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF directement, soit au moment de l'immatriculation, soit vous avez jusqu'au 45e jour après l'immatriculation pour le faire. Et il faut rentrer aussi dans des critères. Ce n'est pas automatique. Il faut être soit demandeur d'emploi indemnisé, soit demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. C'est aussi si vous êtes bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active. C'est aussi si vous avez entre 18 et 26 ans, si vous avez moins de 30 ans et si vous êtes reconnu handicapé, si vous avez conclu ce qu'on appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier de l'ACRE et bien vous mettre en relation avec l'URSSAF pour en faire la demande. Et puis, on prend une dernière question parce qu'après, on est juste en temps. Carole, je vous laisse la lire. Alors, c'est Nathalie qui nous demande, il est désormais possible de choisir entre l'IR, l'impôt sur le revenu, ou l'IS, l'impôt sur les sociétés, en entreprise individuelle. Que choisir? Donc, là, c'est difficile de répondre comme ça, oui ou non. Chaque fiscalité a ses avantages et ses inconvénients. On en a parlé un petit peu pendant le webinaire déjà. On a vu certains avantages, notamment d'avoir une entité différente de sa personnalité propre, la façon de payer les cotisations, la rémunération, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a pas mal de choses. Faut poser à plat. Voilà. Là, il faudra avoir vraiment une étude personnalisée parce que le choix est relativement complexe et tout va rentrer en ligne de compte. Il y a un choix à faire à la création de l'entreprise et ça a un impact aussi, comme je disais tout à l'heure, quand on veut se transformer en société, l'entreprise à l'IS, l'entreprise individuelle à l'IS, c'est peut-être pas tout à fait adapté. Donc, ça sera plutôt à voir avec un expert comptable qui vous fera une petite simule et puis vous aidera à faire ce choix. Ce qui était important dans ce webinaire, c'était que vous compreniez qu'il y avait tous ces cas possibles et que ça vous fait poser des questions et c'est l'intérêt ensuite d'aller voir les bons conseils pour poser à plat et personnaliser votre réflexion. Du coup, on en arrive à la fin de notre présentation. S'il vous reste des questions, donc Carole reste à votre disposition pour y répondre. Il vous suffit de scanner le QR code que vous voyez à l'écran et vous serez directement en lien avec elle et elle pourra répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vous dis merci Carole pour toutes ces explications parce que c'était vraiment très clair. Il y a eu beaucoup de conseils à donner aujourd'hui. Et je vais terminer, moi, sur la présentation des services de la CCI, puisqu'on a vu, c'est important de bien réfléchir son projet. Donc, c'est de voir plus globalement le projet de création d'entreprise. Vous retrouvez donc tout notre accompagnement sur notre site internet dans la rubrique création avec donc différents onglets et différents produits. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi la possibilité
de scanner à travers le QR code qui s'affiche à l'écran, directement d'avoir nos chargés de clientèle, ou alors de les appeler ou de nous rencontrer physiquement. Donc, vous avez tous les moyens qui s'affichent sur cette slide. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour voir plus globalement votre projet et vous aider à faire en sorte que votre création d'entreprise se fasse dans de bonnes conditions et se pérennise. Voilà, nous vous disons merci et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.